président soudanais Omar El-Béchir a offert ses bons offices aux belligérants du conflit au Soudan du Sud. Il propose en effet d'accueillir à Khartoum des pourparlers de paix. On en parle dans ce journal. Un vent de réforme souffle sur l'Éthiopie. Le nouveau Premier ministre Abiy Ahmed a annoncé la fin de son différend frontalier avec l'Érythrée et l'ouverture au privé du capital de grandes entreprises publiques. Et puis à Madagascar, l'opposition est divisée après que le parti Mapar a revendiqué la paternité de la nomination du nouveau Premier ministre. Le team, l'autre formation de l'opposition, se sent trahi dans le processus. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Le président soudanais Omar El-Béchir a offert ses bons offices aux belligérants du conflit au Soudan du Sud. Il propose en effet d'accueillir des pourparlers de paix à Khartoum, la capitale. Cette annonce a été faite dans la nuit d'hier mardi à ce mercredi par un responsable du ministère soudanais des Affaires étrangères. Les détails. Omar El-Béchir propose d'accueillir les pourparlers de paix. L'offre du président Béchir a été remise à son homologue sud-soudanais par une délégation qui s'est rendue à Djouba mardi. Elle intervient après que le Conseil de sécurité de l'ONU a menacé jeudi dernier les factions belligérantes au Soudan du Sud de sanctions si elles ne parvenaient pas à mettre fin à la guerre civile qui ravage le pays depuis 4 ans et demi. Dans un communiqué, le porte-parole des Affaires étrangères soudanaises a déclaré qu'une délégation a transmis un message du président Omar El-Béchir au président Salva Kiir concernant une initiative pour soutenir les efforts de paix entre les parties en conflit au Soudan du Sud. Dans ce message, le président Béchir propose d'accueillir à Khartoum une réunion entre le président sud-soudanais Salva Kiir et le leader de l'opposition Riek Machar. Une initiative déjà saluée par le président Kiir qui a affirmé la disposition de son gouvernement à y participer. Cette proposition du président soudanais survient alors que l'organisation régionale de l'autorité intergouvernementale pour le développement IGAD mène déjà une médiation entre les belligérants de cette crise. Des discussions ont même repris ce mois-ci en Éthiopie pour tenter de réactiver un accord de paix conclu en août 2015 et maintes fois violé. Un vent de réforme souffle sur l'Éthiopie. Le nouveau Premier ministre Abiy Ahmed a annoncé la fin de son différend frontalier avec l'Érythrée et l'ouverture au privé du capital de grandes entreprises publiques du pays. C'est à travers un communiqué publié sur son compte Facebook que la coalition au pouvoir, le PRDF, a fait ces deux annonces surprises. Reportage. Les deux annonces surprises faites ce mardi par le gouvernement éthiopien représentent des changements de politique majeurs imprimés par le nouveau Premier ministre Abiy Ahmed, désigné en avril à la suite de la démission en février de son prédécesseur Haile Mariam Desalegn. Sur le front diplomatique, le régime a annoncé sa volonté de mettre un terme à son litige frontalier avec son voisin devenu ennemi juré, l'Érythrée. Le gouvernement éthiopien a décidé de mettre en œuvre pleinement l'accord d'Alger signé en 2000 pour mettre fin au conflit entre les deux pays et les conclusions sur la démarcation de la frontière. Rappelons qu'un accord de paix avait été signé fin 2000 à Alger, puis une commission d'arbitrage soutenue par l'ONU avait tranché sur le tracé de la frontière, attribuant notamment la localité de Badmé, point de contentieux, à l'Érythrée. Mais l'Éthiopie a continué jusqu'à présent à occuper Badmé. Outre cette annonce majeure, le régime éthiopien a également pris des mesures susceptibles de changer la face de l'économie du pays en ouvrant notamment au secteur privé le capital des plus grandes entreprises publiques, dont la compagnie aérienne Ethiopian Airlines, tout en gardant la majorité de contrôle. En bref, au Zimbabwe, des milliers de partisans de l'opposition ont dénoncé hier mardi à Harare des intimidations du régime et réclamé des élections libres et justes. Les militants du MDC ont pu défiler pacifiquement dans la capitale sous l'œil attentif des policiers. Une situation qui tranche avec l'ère Mugabe où les manifestations de l'opposition étaient régulièrement réprimées par la force. L'opposition réclamait entre autres des réformes électorales avant les scrutins du 30 juillet prochain, la transparence dans l'impression des bulletins de vote et un audit indépendant des listes électorales. Elle dénonce également une présence militaire dans le processus électoral.
Il faut dire que lors de ces manifestations, Nelson Chamisa, qui a pris la succession de Morgan Tsvangirai, l'opposant historique du Zimbabwe décédé, a mis en garde contre un scrutin truqué. On l'écoute. S'il vous plaît, cessez de faire en sorte que nos soldats soient dans les villages, cessez de faire en sorte que nos soldats se mêlent des affaires politiques dans les affaires civiles de notre politique. Nous n'allons pas avoir une répétition de 2013 où le président Tsvangirai a gagné les élections, une élection qui a été truquée. Cette élection ne sera pas truquée. Nous sommes prêts à faire tout ce qui est nécessaire et la bonne chose est que nous avons l'appui du peuple zimbabwéen. Nous voulons savoir qui imprime les bulletins de vote ainsi que les éléments de sécurité. À Madagascar, l'opposition est divisée après que l'un des partis protestant contre le gouvernement, le MAPAR, a revendiqué la paternité de la nomination du nouveau Premier ministre de consensus. Les députés du parti TIM, l'autre formation de l'opposition qui participe à la fronde contre le président Henry, se sont désormais trahis dans le processus. Les images. Notre accord avec les 73 députés était que le Premier ministre à élire soit issu de la manifestation de la place du 13 mai. On ne veut pas d'un élu qui vient de nulle part et que le peuple n'a jamais vu. C'est pour cette raison que les gens se rassemblent et s'indignent ici. Nous ne bougerons pas d'ici tant que nous n'aurons pas un Premier ministre élu par les députés eux-mêmes. L'opposition malgache, qui ne décolère pas malgré la nomination la veille d'un nouveau Premier ministre de consensus, appelle à poursuivre les manifestations. Le rassemblement de mardi a cependant tourné au règlement de compte entre les deux principaux partis d'opposition qui font cause commune contre le président depuis le début de la fronde. Si l'un revendique la paternité de la nomination du nouveau Premier ministre, l'autre se sent en revanche trahi. Je vous demande clairement, à vous les députés du MAPAR, allons-nous former ce gouvernement ensemble ou c'est du chacun pour soi? Si c'est du chacun pour soi, non merci, nous n'en voulons pas. Nous les députés du TIM, nous ne formerons pas ce gouvernement si c'est juste pour obtenir 2 ou 3 sièges. Ça ne nous intéresse pas. Si vous les députés du TIM dites « nous ne voulons pas faire partie de ce nouveau gouvernement », que tout le monde comprenne bien qu'il en soit ainsi. Depuis fin avril, l'opposition manifeste quotidiennement dans le centre d'Antananarivo. Elle a d'abord protesté contre des lois électorales controversées et demande désormais le départ du président Henry, élu en 2013. Au Mali, un premier lot de près de 4 millions de cartes d'électeurs est arrivé à Bamako, la capitale. Ces lots de cartes d'électeurs seront acheminés vers les régions du nord et du centre du pays. C'est une carte infalsifiable. Il y a des éléments de sécurité qui sont visibles, d'autres ne le sont pas. Mais elle est infalsifiable. Elle a été éditée au même endroit où on édite, par exemple, le passeport français. Et nous espérons que tout sera sur le terrain pour que la distribution réelle des cartes commence le 20. Le 20 juin. Il y a des partis de l'opposition ici présents, mais moi, à ma qualité de président de la majorité présidentielle, j'aurais bien voulu que soit aujourd'hui présent le chef de l'opposition. Je pense que c'est une question de responsabilité. Nous avons aujourd'hui une grande partie du territoire où nous n'avons pas une administration, où les écoles sont fermées, où il est impossible de se déplacer, où les gouverneurs ont pris des décisions d'interdiction de se déplacer sur des motos et également sur des véhicules double cabine pick-up. Donc ce sont des inquiétudes, n'est-ce pas, pour nous, qu'il faut répondre. Au Mozambique, la police a tenu une conférence de presse. Cette dernière porte sur l'enquête en cours sur une attaque djihadiste présumée dans le nord du pays où des bandits à la machette ont tué 7 personnes. Plus de précisions à travers ce reportage. 7 civils ont été tués et plus de 100 maisons brûlées ce mardi dans le village de Nodé dans la province du Cabo Delgado, tout près de la frontière avec la Tanzanie. C'était lors d'une attaque que la police attribue à un groupe de jeunes musulmans radicaux, connus localement sous le nom d'Al-Shabaab, les jeunes en langue arabe qui a émergé en octobre dernier.
L'information est que depuis le 4 vers 23 heures, les forces armées poursuivent une persécution pour attraper le groupe de 6 bandits en Makomia. Ce groupe de 6 bandits est bien identifié. Et cette persécution est fondamentale pour attraper ces bandits dans les attaques du village de Nod, où 7 personnes ont été tuées, 4 blessés et plusieurs maisons incendiées. Lancé aux trousses des auteurs des massacres perpétrés fin mai, la police a tué ce samedi 9 insurgés et saisi des fusils d'assaut et des documents rédigés en arabe. Dans une confrontation, 9 bandits ont été tués. Les forces armées sont patientes et c'est l'action qui va se poursuivre. Comme nous le faisons en ce moment, nous communiquons sur le terrain sans limite pour attraper les bandits et ce sera une action continue jusqu'à ce que le dernier membre de ce groupe cesse de commettre des crimes, comme nous l'avons dit ici. Ce nouveau drame intervient 10 jours après le massacre à la machette de 10 personnes. En Côte d'Ivoire, le gouvernement a adopté le 23 mai dernier une nouvelle politique nationale de préservation, de réhabilitation et d'extension des forêts. Celle-ci est motivée par la disparition vertigineuse du couvert forestier, mais également par le respect des engagements du pays pris lors des conférences mondiales sur l'environnement. En adoptant cette nouvelle politique, la Côte d'Ivoire s'engage à recouvrer 20% de son territoire forestier à l'horizon 2030. Je vous propose de suivre les explications du ministre ivoirien des Eaux et Forêts, Alain Richard Donhaï, pour plus de précisions. Le gouvernement de Côte d'Ivoire a présenté une nouvelle politique de réhabilitation, préservation et d'extension des forêts en Côte d'Ivoire. Cette nouvelle politique a été guidée par le besoin impérieux de notre pays de préserver et surtout de réhabiliter ces forêts. Forêts qui ont subi une dégradation alarmante depuis quelques décennies pour nous ramener aujourd'hui à une superficie qui équivaut à 20% de ce que nous avions en début du siècle dernier. Nous sommes passés donc de 16 millions d'hectares à 3,4 millions d'hectares aujourd'hui de forêt, ce qui correspond à 11% de notre couvert forestier, alors que nos engagements internationaux, les engagements pris par Son Excellence Monsieur le Président de la République, doivent nous ramener donc à un couvert de 20% de notre territoire national. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi.